Oui. Alors, Madame la ministre, merci de recevoir le 30. C'est un plaisir. J'ai lu dans la définition du rôle du ministère de la Culture et des Communications, on dit accroître l'accès à la culture et à l'information d'intérêt public, ainsi que de leur diffusion sur l'ensemble du territoire québécois. Qu'est-ce que ça signifie pour vous, ça? Oh, on a beaucoup de temps pour répondre à ça, Mais parce que c'est vraiment la mission. Mais je suis vraiment heureuse que vous reveniez à la mission de base. Il faut jamais oublier ce pourquoi le ministère de la Culture, Affaires culturelles en 1961. Après ça, il y avait le ministère des Communications. Les deux ont été fusionnés. Culture, finalement, Affaires culturelles est devenue Culture, et Communication. Et il faut savoir dans quel terrain de jeu, dans quelles hypothèses de travail de base on doit vraiment évoluer. Et de revenir à la mission de base, ça veut dire c'est quoi la culture, et chaque ministre pourrait faire, et Dieu sait s'il y en a eu quand même quelques-uns des ministres de la culture, plus des femmes que des hommes, mais ça c'est une autre question. Il faut savoir quelle est notre vision du rôle de la culture dans l'État québécois. C'est pas une petite question, c'est une question qui est fondamentale parce que c'est une question d'identité, c'est une question de langue, c'est une question de peuple, c'est une question d'accessibilité des régions, c'est une question de l'inclusion, de la diversité. Alors la culture, ça touche tellement le cœur des gens, l'âme des gens, la vie des gens, qu'il faut être très attentif aux changements importants de société et les bouleversements qui sont très importants depuis plus de 40 ans. Alors, les bouleversements font en sorte que le ministère de la Culture a dû évoluer, mais toujours en gardant en tête la mission de base, accès à la culture, l'excellence de la culture pour faire profiter les Québécois dans la langue de la majorité, mais pas que ça. Il y a d'autres cultures, ça fait partie aussi de l'évolution. Il y a de formidables institutions culturelles anglophones. Et les communications, mais c'est la même réflexion qui doit toujours rester dans l'actualité. Et Dieu sait qu'en ce moment, on a besoin d'une réflexion d'actualité pour le 21e siècle sur le journalisme et les communications. Bien voilà justement l'intérêt de nos journalistes au Québec pour le ministère de la Culture et des Communications est beaucoup relié justement à cette crise que vivent nos médias. Comment est-ce que vous voyez, vous, cette crise-là? Comment avez-vous des J'aime mieux le mot mutation profonde, mais mutation se fait jamais sans bouleversement important. Et on ne parle pas d'une évolution, beaucoup parlent d'une mutation carrément. On le vit tous les jours dans nos vies personnelles. Les journalistes le vivent avec énormément d'acuité, cette question-là, parce que avec l'avènement du numérique, c'est un mot facile à dire, le numérique, il est tellement partout, mais s'il y a un lieu où il est vraiment de façon très mutante, je dirais, c'est dans la question du journalisme et de l'information. Il l'est pour la télévision, la musique, on a eu évidemment des mutations très importantes, la radio, mais la question de l'information est une question qui vous touche et nous touche, nous aussi, les politiciens, et évidemment les gens, les citoyens qui nous lisent, qui nous suivent, qui nous écoutent. Chaque parole que l'on dit, chaque geste que l'on pose, tout maintenant est dans une instantanéité qui est vraiment vertigineuse. Il y a certains médias qui sembleraient peut-être plus habilités à faire ce passage au numérique que d'autres. Mais les médias écrits, c'est vrai. On prétend, je lisais encore récemment une recherche du Poynter Institute, disant que d'ici 10 ans, il n'y aurait plus de médias écrits au Canada. On a prédit la fin de l'écriture pratiquement. Tout à fait. Ouais. On a prédit la fin de l'écriture sous le format crayon, papier-crayon. Mais les gens n'ont jamais autant écrit de textos, de courriels, de blogs. Et regardez la longueur des blogs. Le nom, vous parlez en feuillet pour les journaux, on parle, je ne sais pas en quoi pour les blogs, mais... En mots. En mots. Et souvent, ils sont très longs. On peut passer des heures la fin de semaine, quand on a un peu plus de temps, à lire et à s'informer. Les gens n'ont jamais eu autant accès à l'information. Donc, c'est pas que l'écriture
disparaît, au contraire, et encore moins la pensée qui est des fois réfléchie, des fois un peu plus instantanée, ou pour vous, journaliste, c'est un petit peu compliqué parce que qu'est-ce que c'est qu'un journaliste maintenant? On pourra en discuter, mais le journaliste qui passe la nouvelle, le passeur de nouvelles, c'est un chroniqueur, mais tout le monde maintenant passe les nouvelles, tous les citoyens, et les journalistes invitent à ça. Écrivez-nous, prenez des photos, dites-nous ce qui se passe sur votre rue, dans votre quartier. C'est fantastique, mais en même temps, pour les journalistes, j'imagine que c'est un défi rare, un défi énorme, que de vous retrouver vous-même. On peut parler il y a eu tellement de débats depuis 40 ans sur la question du statut du journaliste. Qu'est-ce que c'est qu'être journaliste? On a organisé un forum cet hiver grâce à notre plan culturel numérique où on s'est dit on doit absolument consacrer de l'argent à se poser cette question sur les médias. Qu'est-ce que c'est à l'ère numérique? Quels sont les plus grands enjeux liés aux médias? Et on a fait donc un forum avec le Centre d'études sur les médias où les gens ont vraiment exprimé leur opinion et on mesure la grandeur des défis que tous ensemble nous devons relever. Médias écrits, médias... et maintenant, tout est un peu dans tout parce que vous qui quand même connaissez assez bien Radio-Canada, on lit Radio-Canada. On ne fait plus juste qu'écouter Radio-Canada. On lit le site web de nouvelles, par exemple, et des fois, il y a des vidéos, des fois, il n'y en a pas, mais des fois, on a tout complètement... En fait, tous les médias se retrouvent sur la même patinoire numérique. Le écrit, parlé, je pense que les frontières sont complètement tombées. Et pour vous, journalistes, j'imagine les enjeux que ça pose, de parler à une caméra, c'est pas la même chose qu'aller à son bureau et d'écrire. Et je comprenais que, même je lisais dans un certain nombre d'interventions qui ont été faites à ce forum qu'on a organisé au printemps, les journalistes, les directrices ou directeurs d'information disent on demande à nos journalistes d'écrire, c'est qu'auparavant ils ne faisaient que dire. Et on aide avec des rédacteurs médias. Est-ce que c'est un nouveau métier? Probablement. Mais c'est une exigence, comme je dirais, d'autres exigences par rapport au numérique dans l'univers que je connaissais bien avant, qui était l'enseignement universitaire. Les étudiants ne veulent plus apprendre comme ils apprenaient. C'est fini, le professeur devant qui parle, mais j'aurais d'autres commentaires à faire là-dessus parce que, oui, les jeunes veulent encore écouter des gens passionnés. Mais ça peut se faire tellement sur différentes plateformes qu'on doit réfléchir à ça. Puis, au ministère des Communications, on doit être très vigilant. En même temps on ne peut pas intervenir n'importe comment auprès des médias. Puis c'est facile à dire. On peut comprendre pour les raisons d'indépendance. D'indépendance, je ne peux pas, moi, aller dire à quelque organe de presse que ce soit, écrit, parler, vous allez faire ça comme ça, on va vous subventionner. Puis regardez, avec la subvention, on s'attend que... Mais non, ça ne fonctionne pas comme ça et ça ne doit jamais... Il y a un mur entre l'indépendance des médias et l'action politique. Et ça, non seulement j'y crois, mais c'est un principe de la vie en société, évidemment. C'est vrai, puis je pense que tout le monde tient à cette indépendance-là, mais en même temps, on se retrouve dans une situation où le modèle économique pour faire vivre les médias, qui était la publicité, ça aussi est en train de s'effriter, de tomber même dans certains cas. Tout à fait. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres modèles à développer sans tomber justement dans une formule où l'indépendance serait menacée? Mais prenons par exemple dans le cas du Devoir, pour en parler directement, le Devoir est encore en situation difficile. On en parle d'ailleurs dans le prochain numéro du 30. Et le Devoir, pourquoi est-ce qu'on ne penserait pas à faire donner des crédits d'impôt pour les gens qui veulent investir, par exemple comme des petits actionnaires dans un média? Ce sont des formules à explorer. Est-ce qu'il n'y a pas des formules de ce type-là qui pourraient être regardées? Encore une fois, le principe de base, c'est l'indépendance d'un journal comme Le Devoir, mais de tous les journaux, ça c'est clair. Alors, autant j'apprécie l'existence de ce journal qui nous a tellement et qui continue à représenter une réflexion sur la société. On n'est pas toujours d'accord avec les propositions, mais c'est un journal incontournable.
comment l'aider sans intervenir, parce qu'il n'est pas question d'intervenir. Je pense que là, je suis d'accord avec vous qu'il faut regarder un certain nombre de modèles. Et là, ben, on est dans des modèles presque financiers. Quand vous parlez de crédit d'impôt, tout à fait. Ce sont des modèles financiers. On en donne pour la rénovation domiciliaire. Pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas la rénovation des médias qui vivent tous... Il y a des entreprises de presse qui ont plus de difficultés et qui sont des journaux dits indépendants. Et vous pourriez aussi m'apporter une autre proposition, un autre exemple, qui sont celles des librairies indépendantes. Ouais. Parce que je pense que tout comme les librairies, disons que je ne suis pas sûre qu'Amazon a besoin de notre aide et je ne suis pas sûre que les grandes surfaces ont besoin de notre aide. Et il y a ce concept de librairie indépendante qui, grâce, je dis bien, à la loi 51 sur le livre, permet et oblige les institutions à acheter leurs livres dans des librairies indépendantes de leur région. Et est-ce qu'il y a un modèle à développer pour des entreprises de presse indépendantes? Parce que là, on va pouvoir discuter. On donne un exemple qui nous touche tous, qui est celui du journal Le Devoir, qu'on apprécie tous. Et il y a d'autres exemples, mais où ça commence, où ça arrête. Et est-ce qu'on doit donner des crédits d'impôt à des grandes entreprises de presse? On donne déjà à travers, nous, les médias communautaires, les radios communautaires, les médias écrits, les médias... on finance carrément. Je suis allée à des rencontres annuelles, moi, de médias communautaires, de radios communautaires, et j'ai été à même d'apprécier le rôle extrêmement important qu'ils jouent en région, parce que c'est un autre enjeu très important, ça, l'information de proximité. L'information en région, c'est les gens en région ont autant droit à leur information que les gens dans les grands centres. Et nous aidons le ministère, les médias communautaires depuis fort longtemps, et les radios communautaires. Radio Ville-Marie, Radio CIBL, on ne pourrait pas se passer de ça. Puis il y en a partout au Québec. J'ai fait des entrevues en Abitibi, j'ai fait des entrevues à Gatineau, des médias communautaires très engagés, très intéressants. Alors, est-ce qu'il y aurait moyen de réfléchir à un certain nombre d'idées fiscales? La question se pose et la question mérite d'être posée. Parce qu'on a souvent l'impression que plus ça va, plus les Amazon, les Google, les Apple de ce monde seront les méga propriétaires de l'information transnationale. Et les médias nationaux, eux, sont plus confrontés à des difficultés parce qu'ils n'ont pas cette capacité-là. Et c'est mondial. Mais voilà. Mondial. C'est autant des immenses conglomérats. C'est vraiment la question de la mutation dont on parlait tout à l'heure, qui passe comme le New York Times ou Le Monde, et des immenses entreprises de presse qui nous ont informés pendant tant d'années, qui sont vraiment obligés de revoir grâce à quelque chose dont plus personne, par ailleurs, ne voudrait se passer, qui est l'Internet. C'est une découverte fabuleuse, mais qui demande énormément d'adaptation. Alors, la réponse, elle ne sera pas que québécoise. La réponse, elle doit être mondiale. Et bien malin ceux et celles qui, il y a 5 ans, 10 ans, là, je ne sais plus, tout va tellement vite, Facebook n'existait pas. Mais imaginez l'exigence pour vous, journalistes, de faire face à ce qu'on appelle les réseaux sociaux. Vous êtes obligé de composer avec plutôt que de dire on n'y va pas. Mais nous aussi, comme politiciens, on est obligés. Alors, on est tous les deux, je dirais, les deux parties d'un tout, qui est ce pilier qui est l'information, obligés de transformer nos pratiques politiques, puis vous, vos pratiques journalistiques. C'est quoi pour vous un bon journaliste? C'est quelqu'un qui vérifie ses sources, c'est quelqu'un qui connaît bien ses dossiers, c'est quelqu'un qui est passionné. Moi, je trouve que c'est la contrepartie absolument nécessaire dans une société de, je dirais, un bon politicien. Un bon politicien, là, c'est pas juste serrer des mains. Un bon politicien, c'est énormément de travail. Et pas plus et mieux que la contrepartie journalistique. Moi, je vois des journalistes, j'ai l'impression, je ne sais pas quand ils dorment. Ils ont tellement d'exigences pour leur métier. Il faut tellement qu'ils possèdent leur dossier. Alors, moi, quand j'ai un journaliste devant moi qui vraiment me met au défi avec des questions parce qu'il connaît bien son dossier, je dis, OK, chapeau, là, chapeau. Puis des fois, écoutez, ils réussissent à aller dans des angles
que je n'avais pas prévues. Et je pense que comme politicien, il faut des fois avoir aussi l'humilité de dire, OK, ben cet aspect-là, il y a des formules, je vais vous revenir, je vais aller vérifier, etc. Mais des bons journalistes, d'abord, il y en a beaucoup. Et je sais à quel point, parce que ayant quand même œuvré beaucoup à l'université, je sais que les jeunes sont là et nous poussent dans le dos avec une relève exceptionnelle, mais ils vont avoir de la difficulté à se placer, ils doivent réinventer la profession. Et je pense que le métier de journaliste est appelé à se transformer au moins autant, sinon plus, que la plupart des autres métiers. Est-ce que ça pourrait signifier de relancer le débat sur le statut professionnel des journalistes qui a existé sous votre prédécesseur? J'ai relu tout ce qui s'est fait en communication depuis 40 ans et c'est un débat qui dure depuis au moins 40 ans. C'est un débat qui a fait l'objet de nombreuses réflexions dans le milieu journalistique, qui a fait l'objet de nombreux rapports de journalistes très, très, très sérieux, éminents, sur lesquels se sont penchés plusieurs ministres pour les fins de notre discussion, je vais dire des communications, et pour lequel il y a eu à chaque fois des allers-retours entre les propositions, des différents rapports. Armand Saint-Jean en a fait un, Dominique Payette. Il y a vraiment eu des gens qui se sont penchés très sérieusement sur la question. Alors, le rapport, évidemment, est soumis au milieu journalistique en consultation et à chaque fois, malheureusement ou heureusement, où il n'y a peut-être pas de qualificatif à donner, c'est revenu en disant, ben, écoutez, il n'y a pas de consensus dans la profession. À partir du moment où on dit il n'y a pas de consensus, est-ce que c'est à la ministre des Communications d'imposer aux journalistes une autorégulation ou une régulation par un tiers? Et moi qui connais quand même assez bien le domaine des ordres professionnels, parce que moi j'étais un petit peu de l'autre côté, j'étais à la fois comme psychologue membre d'un ordre et j'ai vu ce que c'était, j'étais dans plusieurs comités. C'est vraiment un ordre, les ordres professionnels sont là pour surveiller la qualité de la profession, et pour que le public soit protégé. C'est ça le mot le plus important. Et j'étais de l'autre côté, du côté des programmes de formation universitaire, donnant accès, dans mon cas, j'avais comme 27 ordres professionnels, donc les jeunes sortaient et ils étaient membres d'un ordre professionnel. Alors, il y a toute une mécanique de surveillance qui a toute sa place dans plusieurs professions. Est-ce qu'on veut étirer le concept à la question du journaliste? La solution qui est la seule à date qui a fonctionné et qui semble fonctionner à la satisfaction des journalistes, c'est la création du Conseil de presse en 1973. Et le Conseil de presse n'est pas un ordre professionnel qui surveille avec des sanctions. Vous connaissez, vous êtes journaliste, on sait tous des gens qui sont radiés de leur profession, qui perdent momentanément ou à vie leur droit d'être d'exercer telle ou telle profession. Alors, l'exercice illégal, là, c'est géré par la loi. Le Conseil de presse est un tribunal d'honneur. C'est une expression un peu particulière, peut-être d'un autre siècle, mais c'est une expression qui dit sur l'honneur de la profession, nous allons faire enquête, et il y a des gens qui portent plainte, et il y a des enquêtes, mais il n'y a pas le pouvoir de dire demain matin, tu perds ton statut professionnel de journaliste. Moi, je pense que cette décision-là ne pourra jamais être prise de façon autoritaire par un ministre ou un ministère des Communications ou un gouvernement. Il faut absolument... Il doit venir du milieu davantage. Il faut que le milieu, puis on parlait énormément tout à l'heure de cette mutation dans le milieu, est-ce que ça rend la profession plus à risque de définition aussi de ce qu'est un journaliste? Je pense qu'on le lit souvent, on le dit souvent. Qu'est-ce que c'est qu'un journaliste? Qu'est-ce que c'est qu'un simple citoyen qui a son blog? Qu'est-ce que c'est d'un journaliste qui est blogueur? Qu'est-ce que c'est un chroniqueur qui est blogueur et qui peut être aussi un simple citoyen? Qu'est-ce que c'est que le Twitter qui fait que tout le monde donne son opinion? Et qu'est-ce que c'est que cette participation des citoyens aux émissions de radio, de télévision? Alors, à un moment donné, peut-être que les journalistes vont sentir le besoin de se poser eux-mêmes la question de leur identité professionnelle. Il y a deux dernières questions que je vais aborder avec vous qui préoccupent beaucoup les journalistes. La première, c'est le projet de loi sur les propos haineux. Beaucoup de journalistes se sont inquiétés
de la définition qu'on donnait à ce qui étaient les propos haineux là-dedans et voyait peut-être une menace à la liberté d'expression. Est-ce que vous avez une réflexion à cet égard-là? Ben, écoutez, c'est un projet qui a été demandé, attendu, avec toutes les ramifications qui peuvent être dangereuses dans un sens comme dans l'autre. Alors, on a évidemment des forces en présence qui sont la liberté d'expression versus la non-liberté ou l'encadrement pour des fins d'événements qui ont pu se produire et dont on s'inquiète justement de l'existence ou de l'exagération ou du danger potentiel. Alors, c'est une question très sérieuse, c'est une question très difficile, pour laquelle le premier ministre, même encore en fin de semaine, a quand même dit, écoutez, la liberté d'expression, c'est quelque chose de très, très important. La liberté d'expression, j'étais à Paris quand Charlie Hebdo est arrivé, j'étais là, j'ai vécu ça avec énormément, évidemment, d'émotions, comme tout le monde. On a tous été Charlie, on se dit, mais ça n'a pas de bon sens, on doit préserver ça et je pense que le gouvernement est tout à fait dans cette mouvance-là. Et donc, dans le projet de loi, des gens sont venus s'exprimer et heureusement, on a la démocratie, les commissions parlementaires, les gens doivent venir dire ce qu'ils pensent et après ça, il doit y avoir une prise en compte de ces commentaires-là pour, je pense, aller du côté de la liberté d'expression qui doit être protégée, mais tout en en se préservant comme société du pôle extrêmement radical que peuvent supposer des propos haineux. Mais c'est un équilibre d'une grande délicatesse que nous devons... Mais ça vous préoccupe, vous, de trouver le juste équilibre? Il faut trouver le juste équilibre qui est vraiment un enjeu d'une grande complexité et d'un immense sérieux. C'est très sérieux, cette question-là. Parce que la liberté d'expression, il y a assez de pays qui ne l'ont pas et on voit, et on ne parle pas d'il y a 50 ans, là, on parle de maintenant. Il y a tellement de pays qui en souffrent qu'on doit se rendre compte dans quel milieu privilégié on vit avec la démocratie, la liberté d'expression. Alors, c'est pas le temps de remettre ça en question. L'autre dossier qui préoccupe et qui mobilise même beaucoup les journalistes, c'est le dossier de la loi d'accès à l'information. Oui. Parce que c'est un domaine où on a eu l'impression que cette loi-là, qui visait à donner l'accès à l'information, est devenue de plus en plus une loi qui a restreint, qui a fermé davantage les portes qu'autre chose. Est-ce que là-dessus, on peut vous considérer comme une alliée des journalistes? Ben, écoutez, la première rencontre pratiquement que j'ai eue quand j'ai commencé mon mandat de ministre, c'était avec Pierre Craig et la FPJQ. Et tout de suite, il m'a sensibilisé à la question des municipalités. Alors, d'avoir accès, ce qui n'est pas la loi d'accès à l'information, mais c'est une autre sorte d'accès à l'information sur lequel, je pense, il faut travailler avec la loi des municipalités dans ce cas-ci et donc mon collègue aux affaires municipales. La loi d'accès à l'information, je pense que nous nous sommes définis comme le gouvernement qui veut être le plus transparent possible et le plus accessible possible et qui rend et qui est à l'avant-plan sur un certain nombre de choses qui ne se font pas dans la majorité des gouvernements autour de nous. Par exemple, de rendre nos agendas publics, première les 3 premiers mois ont été rendus publics. On rend public en toute transparence, je pense que c'est le mot vraiment de transparence qui est important ici, les dépenses des directions de cabinet, des cabinets, des voitures de fonction, et ça, c'est fait de façon régulière. C'est la première fois dans l'histoire que ça se passe comme ça. Donc, de façon trimestrielle, de rendre beaucoup de redditions de comptes qui étaient comme une fois par année, puis là, il y avait une montagne de documents. Là, non, ça va être vraiment de façon très régulière. Alors, la loi d'accès à l'information, est-ce qu'il y a eu une utilisation très, très poussée de ça? C'est-à-dire qu'il y a maintenant des gens dans tous les ministères, mais pas seulement au gouvernement. Même quand j'étais à l'université, loi d'accès à l'information, il y avait presque une personne à temps plein qui s'occupait de ça au secrétariat général. C'est en même temps une sorte de régulation qu'on s'est donnée, mais qui peut-être est à revoir dans son application. Peut-être qu'il y a des choses qui ont été exagérées, peut-être.
Bon, je sais qu'au gouvernement, et je sais que mon collègue Jean-Marc Fournier travaille énormément sur cette question de transparence et d'accès à l'information. Alors, on est plutôt du côté de, je dirais, de la grande modernité et de procédures tout à fait nouvelles dans l'accès et la transparence à l'information que de dire on cache le plus possible nos choses. On verra d'ailleurs les consultations, comment Oui. tout ça va déboucher. Tout à fait. Et pour conclure, pour terminer, je sais que ce n'est pas de votre compétence, mais j'aimerais vous entendre sur Radio-Canada, sur la situation à Radio-Canada maintenant. Écoutez, on s'est prononcé, donc oui, d'une certaine façon, Radio-Canada, c'est le pôle francophone d'une institution extraordinaire qui est une institution qui a vraiment une très longue histoire et qui a représenté non seulement la francophonie québécoise, mais la francophonie canadienne. Et on l'a dit, j'étais en conférence de presse avec mes collègues de tous les partis, et pour dire... ça n'a pas de bon sens d'être à ce point de fragiliser une institution comme celle de Radio-Canada. Et je peux dire que mon collègue Jean-Marc Fournier et sa collègue Mme Meyer de l'Ontario ont fait des consultations, ont fait des rencontres, ont été à la rencontre du gouvernement conservateur et évidemment un peu s'invitent dans la campagne électorale, et ça fait partie des 7 demandes du gouvernement, de notre gouvernement, que d'arrêter de fragiliser cette formidable institution, alors qui est aux prises, mais comme toutes les autres, avec des défis numériques, des défis de modernité, mais ce n'est pas une raison pour fragiliser à ce point-là Radio-Canada. On y tient, et au Québec, et on a soumis un mémoire à Parlons Télé, un mémoire fait par le ministère de la Culture, mais c'est au nom du gouvernement, où on demandait justement la protection des quotas. En fait, on a le souci d'être sûr que les artisans, et là je déborde moi-même un peu du journalisme, mais c'est des artisans, des créateurs en français qui sont très, très, très aimés et suivis par la population. C'est pas comme si Radio-Canada n'avait pas de code d'écoute, là. Radio-Canada, c'est vraiment un organe, un service essentiel pour la culture, pour l'information. Alors, pour moi, c'est très, très important d'être là, d'être présent et de dire ce qu'on pense partout où on peut le dire. Est-ce que Télé-Québec est aussi une institution importante? Ben, écoutez, là, Télé-Québec, je suis très contente que vous me posiez la question, parce que Télé-Québec, c'est notre... à moindre échelle, c'est sûr, mais c'est notre pendant, un peu avec une mission un peu différente de Radio-Canada, mais d'une télévision nationale qui a la mission de l'éducation, qui sont dans les valeurs fondamentales, la mission jeunesse, la mission affaires publiques jusqu'à un certain point. J'écoutais samedi la rentrée Télé-Québec, et il y a vraiment des gens extraordinaires, et il y a des programmation, la programmation est très, très intéressante. Je pense qu'il faut offrir à nos enfants, parce que c'est très suivi, Télé-Québec, par les enfants. Ça rentre dans 70% des foyers qui regardent Télé-Québec. Mais qu'est-ce qu'ils vont regarder s'ils ne regardent pas des émissions jeunesse en français, faites par nous, de chez nous? C'est le premier... c'est le premier contact souvent des enfants avec des acteurs fétiches, des auteurs fétiches. Et si c'est pas ça, est-ce que ça va être des émissions pour enfants américaines traduites? Et ça m'inquiète beaucoup, beaucoup. Donc la télévision jeunesse, pour moi, c'est extrêmement important, et c'est un sujet très sérieux. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup.